Euh, André Breton, vous savez qu'on vous a souvent appelé le pape du surréalisme, et je voulais vous demander si le surréalisme, justement, a une doctrine. Est-ce que c'est un mouvement qui, comme une église, une chapelle, a une doctrine bien définie? Il est inutile de dire que ce mot de pape m'a toujours été opposé en très mauvaise part. Les mots de chapelle ou d'église ne conviennent pas mieux, et ce sont seulement les détracteurs, naturellement, du surréalisme qui reviennent constamment à ce vocabulaire. Ceci dit, il y a tout de même, à la base d'une adhésion au surréalisme, une sorte d'engagement tacite de se comporter selon certaines lois. Ceci concerne aussi bien l'attitude à l'égard des problèmes artistiques qu'à l'égard de certains problèmes sociaux, de certains problèmes moraux. Et est-ce que vous pouvez nous parler de ces engagements? De quel ordre sont-ils? Par exemple, sur le plan moral, quel est l'engagement qui symboliserait le mieux l'attitude d'un surréaliste? Il est assez difficile de le préciser, n'est-ce pas, parce que, en somme toute, il n'existe pas une morale surréaliste qui ait été promulguée. Oui. Il s'agit tout simplement de rester en liaison continue avec les principaux objectifs qui ont été déterminés au départ et qui, très sommairement, pourraient être ramenés à des impératifs sur le plan de la liberté, de la poésie et de l'amour. Donc on peut dire qu'avec les mots liberté et amour, on atteindrait le noyau de la doctrine. Certainement. Laquelle ne peut guère que très difficilement être explicitée en termes clairs, n'est-ce pas, parce que nous ne sommes tout de même pas dans un mouvement politique ni dans un mouvement religieux. Oui, vous ne faites pas de prosélytisme en dehors des membres qui... Aucunement, n'est-ce pas? L'intention même avait été, aux alentours de 1930, de ma part, de demander l'occultation profonde du surréalisme pour exposer que nous n'avions aucun intérêt à nous manifester sur des tréteaux et que, d'autre part, nous ne tenions qu'à des adhésions qui viennent du cœur. Tout à l'heure, vous avez parlé de vos détracteurs et peut-être vous allez penser que je parle encore de ces détracteurs quand je vais citer une autre phrase lorsqu'on a parlé du surréalisme un peu comme étant une sorte, je ne dirais pas d'école du scandale, mais on a beaucoup parlé de scandale à propos du surréaliste. Est-ce parce qu'on l'a très souvent lié avec l'érotisme? Pouvez-vous là-dessus nous en expliquer l'origine? Je ne pense pas que ce soit parce qu'on l'a lié avec l'érotisme. D'autre part, le scandale qui a été reproché à ces différents mouvements concerne beaucoup plus le dadaïsme, je crois, que le surréalisme. Maintenant, le scandale, à nos yeux, il ne faut jamais oublier que c'était le reste, n'est-ce pas? Ce scandale qui constituait la base d'un fait divers ou d'une chose de ce caractère ne pouvait absolument être envisagé que comme une sorte qu'en réciprocité d'un véritable scandale que nous découvrions, nous, dans le mouvement général d'une société ou dans un fait déterminé. Alors la religion du scandale dont on parle à propos de Dali, par exemple... Nous y avons toujours, enfin pour ma part, j'y ai toujours été opposé, ainsi que la plupart de mes amis. C'était Aragon qui, dans le temps jadis, avait publié un texte intitulé « Le scandale pour le scandale », contre lequel je m'étais élevé aussitôt. Quant au scandale chez Dali, vous savez très bien qu'il a surtout, pour lui, un intérêt publicitaire.